Tout à l'heure que vous vouliez revenir sur l'affaire Epstein, qui nous a pas mal occupé cet été. J'avais l'impression que c'était terminé, cette histoire-là. Pourquoi choisir d'en faire votre première chronique de la saison? Je sais pas, Annie, peut-être parce que dans les heures qui ont suivi sa mort, la plupart des médias nous ont mis en garde contre toute tentative de dérive conspirationniste, alors que la veille de sa mort, quand même, des documents assez explosifs ont été rendus publics par le tribunal et laissent voir l'étendue du réseau des amis très influents du milliardaire, qui avait peut-être quelque chose à perdre s'il devait se mettre à table. Il y avait Bill Clinton, le prince Andrew, qui était nommé, évidemment. On ne peut pas tirer de conclusion, mais ça fait partie de ce qui est aujourd'hui clair et connu. Le New York Times publiait d'ailleurs la semaine dernière un article de James B. Stewart, journaliste auréolé de plusieurs grands prix, dont un Pulitzer. C'est lui qui a écrit Den of Thieves, et qui disait avoir rencontré chez lui, il y a 1 an, le milliardaire qui se vantait d'avoir des informations juteuses à partager sur les mœurs de certains de ses riches amis, particulièrement dans Silicon Valley. C'était avant qu'il ne soit arrêté de nouveau, alors qu'il n'y avait aucune pression qui s'exerçait sur lui. Pourquoi s'intéresser à cette histoire? Parce que sa mort risque de mettre un terme aux espoirs qu'avaient les victimes de M. Epstein de faire la lumière sur ses pratiques, mais aussi sur ses complices. Au premier plan, la fille de Robert Maxwell, ex-magnate de la presse britannique, lui aussi mort dans des conditions mystérieuses. Un accident officiellement, un meurtre selon sa fille. Cette fille qui aurait apparemment agi comme rabatteuse pour Jeffrey Epstein et que le long bras de la justice américaine n'a toujours pas encore localisé. Pourquoi s'intéresser à cette histoire? Parce que 2 des plus grands avocats américains, David Boies, qui avait représenté M. Gore devant la Cour suprême au moment du recomptage des élections en Floride, 2000, et Alan Dershowitz sont en train de s'entre-dévorer suite au témoignage d'une des victimes de M. Epstein, qui accuse Dershowitz, distingué professeur, je le rappelle, de Harvard et défenseur de O.J. Simpson, de l'avoir agressé sexuellement. Pourquoi s'intéresser à cette histoire? Parce que la sentence bonbon qu'il a reçue, M. Epstein, pour de sérieuses accusations d'agression sur des mineurs il y a 10 ans, dit quelque chose de la justice pour les riches aux États-Unis ou dit quelque chose de la capacité unique qu'il a eue dans cette affaire de faire taire les procédures ou en partie les faire taire, peut-être avec quelques complicités. Pourquoi s'intéresser à cette histoire? Pour toutes ces questions troublantes et apparemment fortuites qui précèdent sa mort. Avait-il vraiment attenté à sa vie quelques jours plus tôt? Et si oui, pourquoi n'était-il pas sous surveillance spéciale? Comment expliquer que les gardes se soient endormis au bon moment? Comment expliquer que les premières informations qui ont fuité du bureau du coroner laissent penser que les blessures au cou de Epstein n'excluaient pas un scénario de meurtre? On oserait, en fiction, faire les choses différemment parce qu'on n'aurait jamais l'audace d'additionner autant d'affaires qui peuvent sembler troublantes. OK, mettons les choses au clair. Stéphane, vous n'êtes pas en train de faire la promotion de certaines théories du complot qu'on a entendues autour de cette histoire-là, mais néanmoins, si je vous comprends bien, vous trouvez qu'on a peut-être fermé trop rapidement la porte du côté des grands médias à faire toute la lumière sur cette histoire-là. Je pense que vous avez un peu raison et c'est là-dessus que ça devient intéressant. Personnellement, j'ai effectivement aucune théorie, mais je suis franchement très, très mal à l'aise quand on déploie autant d'énergie à tuer notre sens critique. Il est très mal vu de questionner la version officielle. La mécanique a vite été mise en place. En fait, quelques minutes après sa mort, déjà, il y avait des articles qui nous mettaient en garde contre toute tentative de complotisme. Donc, avant qu'on l'ait même, cette version officielle. Absolument. Toute question aujourd'hui mène à un diagnostic de paranoïa aiguë. Et je trouve pas que c'est sain. En novembre 72, Richard Nixon a été réélu avec une des plus fortes majorités de l'histoire américaine, 6 mois après le cambriolage des locaux du Watergate et le début de l'enquête de Woodward et de Bernstein. L'idée d'une responsabilité au plus haut niveau du pouvoir était jugée par la majorité, c'est ce qu'on doit conclure, comme farfelu, une thèse réservée aux conspirationnistes. L'histoire nous a appris que le complot avait été ourdi au bureau ovale. Combien d'années l'Église catholique, partout dans le monde, a comploté pour faire taire les rumeurs d'agressions sexuelles perpétrées sur des enfants? Dans l'indifférence souvent la plus complète, combien de journalistes ou de victimes ont été tournés en bourrique pour délire complotiste? Donc c'est pas vrai qu'il y avait rien à voir. L'affaire Weinstein... récente et instructive. Est-ce que vous seriez sorti sur la place publique pour dire qu'il engageait d'anciens des services secrets israéliens, au vu et au su de certains qui travaillaient dans son organisation, dans sa maison de production, pour intimider et espionner certaines de celles qui auraient été ses victimes? Ça ressemble pas mal à un complot, non? Aujourd'hui, on est d'accord. Et j'ajouterais que M. Epstein, qui a été le sujet d'un très grand portrait dans Vanity Fair il y a plusieurs années,
a bénéficié de ce qui pourrait ressembler à un complot parce que la journaliste qui faisait ce portrait avait entendu parler de ces potentielles accusations et on avait fait taire. Aujourd'hui, l'éditeur de l'époque dit qu'il n'y avait pas suffisamment de sources. Donc, un des tuyaux de l'orgue des médias américains, le Vanity Fair, a-t-il ou non, ça n'a pas d'importance, pour cause d'influence, de brelons, de réseaux d'amitié, choisi de ne pas regarder dans cette direction, à une époque où M. Epstein avait encore du tyran? C'est une possibilité. Pour toutes ces raisons, je dis qu'il faut s'intéresser à cette histoire, pas parce que je sais qu'il y a une conspiration, j'en sais strictement rien. L'affirmer, cependant, avec toute la certitude dont on est capable, ça me semble risqué. Affirmer qu'il n'y a pas anguille sous roche, avec certitude, pourquoi? En vertu de quoi sommes-nous capables de dire ça? Je me pose la question. Je n'ai pas les moyens intellectuels ou le talent de journaliste pour donner des leçons de morale. Mais non, mais ce que je veux dire, les moyens pour continuer de fouiller et de faire avec rigueur. Je dis surtout, on ne devrait pas s'empêcher d'être curieux et de poser des questions. Ça me semble être la base. Quand la boîte est fermée et qu'on nous explique que de poser des questions, d'être curieux, de refuser peut-être les premières hypothèses, c'est ce qui a fait qu'on a vu la lumière dans l'affaire du Watergate et en d'autres temps. Pourquoi aujourd'hui, ça serait différent? Je me pose la question. Ne nous empêchons pas d'être curieux. Je l'aime, celle-là. Théoriquement, on est un peu payé pour ça. Oui, semble-t-il. Stéphane, merci beaucoup. On vous retrouve demain avant midi et puis mercredi au 15-18. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de recommencer.